monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour l'entretien du dimanche. L'actualité politique majeure du moment est sans aucun doute cette rencontre aussi inédite qu'espérée. Je veux parler du tête-à-tête Patrice Talon-Yayi Boni, survenu en milieu de semaine au palais de la Marina. Si ce face-à-face semble avoir gagné l'assentiment aussi bien des populations que des différentes chapelles politiques, il conviendrait peut-être de s'interroger sur l'après. Comment les acteurs politiques appréhendent les doléances mises sur la table du président. La paix, oui, mais à quel prix? Nous avons, et pour répondre à ces différentes interrogations, nous avons la chance d'avoir sur ce plateau un membre imminent du parti le plus représentatif de l'opposition, la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, dont le secrétaire exécutif national est par ailleurs chef de file de l'opposition. Avec Prosper Arukonou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, trésorier général adjoint du parti. Nous reviendrons également sur le projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation et bien d'autres questions d'intérêt général. Prosper Arukonou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le secrétaire exécutif national de la Force Cori pour un Bénin émergent, par ailleurs chef de file de l'opposition, a exprimé sa joie, sa satisfaction suite à la rencontre survenue en milieu de semaine entre le président Patrice Talon et son prédécesseur. Au-delà de cette posture, tout le monde s'interroge sur l'après, très concrètement. Il faut dire, comme l'a dit le secrétaire exécutif national du parti FCBE, c'est une très bonne chose. Cette rencontre est appréciée de tous. Et il fallait ça pour un peu faire la paix dans le pays. Mais c'est venu peut-être un peu tard, puisque nous, depuis quelque temps, nous sommes déjà dans une logique, dans la même logique. Donc aujourd'hui, dire que le président Yayi nous a copié, bon, il faut dire peut-être que le président Yayi ne nous avait pas suivis dans notre posture qui était d'user un peu de diplomatie et de prudence et peut-être je ne sais pas, de ruse, comme le pouvoir aime à le dire, pour contrer un pouvoir comme celui auquel nous sommes en face. Voilà, ce sentiment, en tout cas cette option de prudence, comme vous le dites, oui, a souvent été critiquée par certains acteurs comme étant une sorte de connivence avec le pouvoir en place. Évidemment, il faut dire que nous sommes tous en politique, mais il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres, il y en a qui voient plus loin que d'autres. Je crois qu'aujourd'hui, les leaders du FCBE ont vu plus loin que même leur ancien mentor. Peut-être. C'est ce que je suis en train de constater aujourd'hui. Puisque, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'était le jeudi ou le mercredi. C'était le jeudi, la rencontre. Oui, le jeudi. Le jeudi. Ce qui s'est passé le jeudi donne un peu raison aux leaders actuels de FCBE. Voilà. Est-ce que ça augure d'un... le président Yayi Boni n'est pas allé en tant que chef de parti, il n'est pas président d'honneur des démocrates, il est allé en tant que qu'est-ce-président de la République d'ailleurs, en tant que frère, en tant qu'ancien ami. Mais est-ce que ça augure, puisque il vous rejoint quelque peu via les propositions qu'il a mises sur la table, est-ce que ça peut augurer d'un rapprochement entre le président Yayi Boni et votre secrétaire exécutif national? Bon, je ne peux pas répondre à la place du président Yayi. C'est à lui qu'il faut poser la question. Puisque nous, on lui avait fait beaucoup de propositions. Il ne nous a pas suivis dans notre logique. Bon, par fini, il a démissionné du parti. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire ce qu'il pense. Mais pour avoir fait un tel geste, nous pensons qu'il nous a rejoint un peu dans notre stratégie. D'accord. La question qui se pose, c'est évidemment celle de l'après. Du point de vue de la Force Cori pour un Bénin émergent, comment voyez-vous
la mise en branle de cette doléance-là que le secrétaire exécutif avait déjà mis sur la table, le chef de file de l'opposition en l'occurrence avait déjà mis sur la table il y a quelques semaines de cela. Je vous remercie d'avoir rappelé cela, d'avoir rappelé que le chef de file de l'opposition était déjà sur un chantier qui tend à faire des propositions au gouvernement sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques. Donc, nous étions déjà dans ce schéma, c'est-à-dire faire des propositions concrètes au gouvernement. Si aujourd'hui, le président Yahi est allé faire la même doléance, on ne peut dire que beaucoup de viande dans une sauce ne gâte pas la sauce. Mais aujourd'hui, il faut dire que la balle est dans le camp de son Excellence le président Talon. Oui, concrètement, qu'est-ce que vous attendez de lui? Du président Talon? Très concrètement, oui. Très concrètement, c'est que ce que nous, on avait déjà sur la table, c'est-à-dire la libération des prisonniers politiques, que le président Talon fasse quelque chose. Malgré les procédures judiciaires en cours, vous lui demandez concrètement de surseoir à ces vous procédures savez, judiciaires. À un problème politique, il faut une solution politique. Si nous mettons tout ça là, dans un cadre politique, je crois que le président Talon a les ressources pour trouver des solutions politiques à tout ça. Vous savez, certains ont dit, bon, même des responsables ont dit qu'il fallait d'abord aller à la justice avant de... Ce n'est pas toujours nécessaire d'aller à la justice avant de... On est déjà, les processus sont déjà en cours, oui, en instruction. Est-ce que vous pensez véritablement qu'un président de la République doit, parce qu'il faut des solutions politiques, comme vous le dites, ordonner à la justice d'arrêter le processus en pleine instruction? Je ne sais pas comment le président Talon va procéder, mais toujours est-il dit qu'il a les ressources nécessaires pour voir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire dans l'immédiat, hein, parce que cette affaire traîne quand même depuis l'élection présidentielle passée. Et je crois que le temps est passé. C'est vrai que la justice est sur le dossier, mais on peut trouver quand même une formule pour faire un geste en direction de ces prisonniers politiques. Voilà. Prisonniers politiques, d'aucuns diraient des hommes politiques qui se sont mis à rebours de la loi, parce que c'est de ça qu'on parle concrètement. Vous, en tant que parti, vous avez, on peut dire, choisi une voie, on va dire, républicaine pour participer aux dernières échéances présidentielles. Oui. Cette posture, je l'ai rappelé tout à l'heure, a été quelque peu critiquée par vos amis de la même opposition, ou ceux qu'on appelle l'opposition radicale. Oui. Il y a eu les événements qu'il y a eu. Est-ce que, en tant que républicain, vous considérez qu'au nom de la paix, il faut faire table rase de tout ce qu'il y a eu et passer à autre chose? Dans certains pays, les gens procèdent autrement. C'est-à-dire qu'on peut se dire certaines vérités. Qui a fait quoi de mauvais, qui a vraiment fait ce qu'on ne devrait pas faire dans une république, mais à un moment donné, on peut se dire les vérités. Vous dites de l'opposition radicale, vous avez agi que les gens reconnaissent peut-être leur tort, et en ce moment, on pourrait trouver une formule pour résoudre la crise sur le plan politique. C'est-à-dire qu'en politique, il faut parfois faire des efforts. Parfois des efforts même qui pourraient conduire même à vous juger, vous dire que vous ne dirigez pas bien le pays. Mais parfois, il faut des actes concrets pour ramener la paix dans un pays. C'est sûr que cette affaire, ces agitations que nous avons suivies pendant l'élection présidentielle ont quand même ébranlé un peu le pays. Et je crois que aujourd'hui,
que beaucoup de gens se lèvent le ton pour dire que, pas lever le ton, hein, sollicitent l'intervention du chef de l'État pour construire une solution politique à la crise. Je crois qu'on pourrait demander au président de la République de faire un effort sur ce... Du type l'amnistie qu'il y a déjà eu en 2019. Pourquoi pas? Si l'amnistie est possible, il faut toujours l'accorder. C'est une solution aussi. Pourquoi pas? Donc, je me fais l'avocat du diable. Donc, si dans une année, on ne le souhaite pas, on retombe dans ces travers, il faudra encore amnistier. Puisque il ne faut pas souhaiter qu'on retombe toujours dans ces travers. Je ne le souhaite pas, mais bon, les faits sont têtus. Oui. On a amnistié en 2019. On est encore reparti pour une crise encore plus grave. Est-ce qu'il faut encore amnistier une fois? Il faut savoir que, il faut se dire quand même que la crise n'est pas partie du néant. Non, personne ne le dit. Bon, c'est quelque chose qui a créé cette crise, n'est-ce pas? Oui, forcément. Bon, donc, si on analyse un peu la situation, on dit, bon, ceux qui se sont mis en travers de la République ont peut-être tort de se mettre en travers de la République, mais c'est des causes qui produisent toujours des effets. Qu'est-ce qui a créé tout ça là? Il faut qu'on aille en profondeur pour voir ce qui a créé tous ces problèmes-là. Oui. Les deux peuvent aller de pair. Oui, bien sûr. C'est-à-dire chercher les causes profondes, se poser les vraies questions et essayer de comprendre un peu l'enjeu, puisque nous sommes en politique. Oui. Les autres n'ont pas peut-être la même compréhension que le pouvoir, puisqu'ils sont de l'opposition. Ils se disent même de l'opposition radicale. Oui, mais on vous dira que nul n'est censé ignorer la loi. Bien sûr, personne n'est censé ignorer la loi, mais il faut dire aussi que l'erreur est humaine. Y persister est peut-être diabolique. Je crois que, comme vous, je ne serai pas dans la même logique que vous pour dire que demain encore, nous allons retomber dans les mêmes erreurs. Non, je ne prophétise pas. Je dis... que si demain on tombe encore dans les mêmes erreurs, il faut demander encore l'amnistie. Non. On ne peut pas être toujours dans la logique de l'amnistie lorsque des enfants du pays vont se mettre en travers de la République. D'accord. Je vais me faire l'avocat du citoyen lambda. Oui. Pourquoi ce type, entre griffes, de dérogation est toujours dévolu aux hommes politiques? Parce que vous prenez un prisonnier de droit commun, vous êtes d'accord avec moi que en tant que société, nous ne sommes pas très promptes à trouver des voies parallèles pour les élargir. Mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas, ce faisant, en procédant ainsi, la classe politique elle-même ne se déresponsabilise pas quelque peu? Non, c'est-à-dire, ce que vous auriez pu dire, il faut dire que le domaine politique est un domaine complexe. Où les acteurs doivent avoir des passe-droits, quelle que soit la situation? Non, ce n'est pas des passe-droits. Parfois, on comprend l'homme politique. Parce qu'il n'y a pas... la politique est peut-être une science, ce n'est pas une science exacte. L'homme politique, à un moment donné, peut prendre des décisions qui, à une autre époque, seraient critiquées, alors que ça peut se comprendre dans les circonstances dans lesquelles la décision a été prise. Donc, le domaine politique étant complexe, les hommes politiques, parfois, on tolère, on essaie de les comprendre. Parce que, face à des difficultés, ils sont obligés de prendre des décisions. C'est ça le problème. Il n'y a pas, même s'il existe une loi fondamentale, des lois de la République, parfois, certaines décisions sont difficiles à prendre. Mais on demande aux hommes politiques de prendre ces décisions-là. Donc, à un moment donné, on les comprend. On dit, bon, il a peut-être pris des décisions dans ces circonstances-là et peut-être dans d'autres circonstances, il ne prendrait pas de pareilles décisions. La question subséquente est le discours à tenir aux victimes. Est-ce que les victimes devraient comprendre aussi? Les victimes ne comprendront pas. Je suis obligé de poser cette question. Puisque les victimes n'ont pas besoin de comprendre. C'est un tourbillon. Les victimes ont ils sont entrés dans un tourbillon qui peut-être, bon, vous savez, dans une république, il y a toujours, à certains moments, il y a toujours des perdants et il y a toujours des gagnants.
Et je crois que si nous devrons faire l'analyse des choses, il faut passer parfois certaines situations en perte et profit de la République. Je crois que carrément, c'est ce qu'il faut faire. Oui. En perte et profit. Et c'est ce qui arrive toujours au cours de l'histoire. Si vous retracez un peu l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, les souverains ont pris des décisions parfois très critiquables, mais quand on les met dans le contexte du moment, on les comprend. Oui, parce que ce que vous dites est assez préoccupant, parce que ceux qui nous regardent vont se dire, voilà, un homme politique de premier plan, il dit qu'il faut parfois passer par perte et profit. Voilà, les séquelles qu'eux, ils peuvent avoir en vous soutenant, par ailleurs, en luttant pour des causes. Je ne le dis pas. C'est l'histoire, c'est les faits de l'histoire qui confirment ça. Ce n'est pas moi qui le dis. Quand on prend les faits historiques, ça a été toujours comme ça. Nous avons traversé, si on prend l'exemple de ce pays, le Bénin, nous avons, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, nous avons traversé des péripéties historiques. Et vous avez vu, avant 72, il y a eu des faits. De 72 à 90, il y a eu des faits. De 90 à maintenant, ces trois époques-là ont connu chacune leurs faits historiques. Oui. Et les contextes ne sont pas les mêmes. Avant 1972, les dirigeants de l'époque, en l'occurrence les trois anciens présidents, Omar Piti et Banga, ils avaient pris des décisions dans un contexte de début d'indépendance. Oui. Bon, le général Kérékou a pensé qu'en 72, il fallait mettre fin à tout ce désordre-là. Et il a instauré la révolution. La révolution aussi a connu ses mésaventures et ses défauts, au point que le général Kérékou, en toute responsabilité, a demandé qu'on aille à une conférence nationale. Quand on est allé en conférence nationale, les décisions sont sorties et nous sommes repartis sur de nouvelles bases. Peut-être que de 90 à aujourd'hui, nous avons, le temps est passé aussi, ça fait une trentaine d'années. Peut-être en 90, on vous dira aussi que les victimes ont été passées par perte et profit. Évidemment, ça c'est ce qui s'est passé. Ça explique peut-être la posture des hommes politiques aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé, ça a été toujours comme ça. Mais est-ce que c'est sain? Ce n'est pas sain. Rien n'est sain en politique, justement. En politique, rien n'est sain. C'est une science un peu complexe. La politique, c'est compliqué. Bon, le commun des mortels ne comprendra pas. Mais c'est ceux qui sont dans le jeu politique qui connaissent un peu ce qui se passe en politique. Donc, pour vous paraphraser, le commun des mortels doit peut-être s'y faire et accepter simplement... non, c'est la nation même, c'est la nation même qui accepte ça pour que on puisse évoluer. C'est ça. Voilà. Donc, si je suis dans la même logique que vous, on peut laisser entrevoir que votre proposition en tant que parti, c'est que le chef de l'État trouve les moyens de surseoir à la procédure judiciaire et puisse élargir ceux qui sont accusés de tel fait ou tel autre, simplement. C'est ce que le secrétaire exécutif national du parti a souhaité. Je crois que c'est ce que le parti souhaite. Le parti FCBE souhaite. Malgré tout ce qu'on dit de nous, on ne va pas peut-être prendre ça pour de l'amertume, mais il faut dire que, comme l'a dit le chef de file de l'opposition, il faut trouver une solution politique à un problème politique. Alors, justement, vous parliez de ce qu'on dit de vous. Le chef de file de l'opposition a esquissé quelque peu, il y a quelques semaines, le projet d'un cadre de concertation avec les autres forces politiques de l'opposition. Oui. Où en êtes-vous très concrètement de ce projet? Vous avez suivi un peu l'actualité. Je crois que certains partis politiques, certaines personnalités ont adhéré à ça pour arriver à la conclusion qu'il faut que l'opposition fasse une certaine unité. Et pour faire l'unité, il faut quand même un cadre de discussion. Nous ne sommes plus dans les alliances aujourd'hui. La loi l'interdit. Mais la loi n'exclut pas que des forces s'organisent pour faire leur unité.
Oui, au-delà de ce vœu, très concrètement, qu'est-ce qui a été entrepris jusque-là? Parce que certains partis ont exprimé effectivement leur assentiment par rapport à cette proposition. Le processus continue, les contacts vont se poursuivre, les concertations vont se poursuivre pour mettre en place ce cadre de concertation. Voilà. Et comment vous prenez ces critiques incessantes venant même du camp de l'opposition et cette tentative de délégitimation de M. Paul Roumpouet, de son leadership, par rapport même à cette visite de Yahi Boni à Patrice Talon, certains ont fait susurrer ici et là que voilà, ça pouvait faire de l'ombre au secrétaire exécutif de la force Cori Bénin émergent. Comment vous vivez tout cela en tant que membre important du parti? Nous, on prend ça comme les aléas de la politique. Quand vous êtes en politique, vous ne pouvez jamais rejeter les critiques. Moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, ce qu'on a dit déjà du président Talon, si ses oreilles pouvaient entendre ça, il allait comprendre que l'homme politique accepte tout. Nous, au départ, nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons essuyé beaucoup de critiques. Mais cela ne nous disait rien parce que nous étions sur la bonne voie. Comment ils peuvent contester la légitimité du secrétaire exécutif national? C'est le parti qui l'a mis là. C'est le parti seul qui sait pourquoi il a mis Paul Roumpouet là. Pourquoi les autres vont juger de notre place? C'est pas possible. Vous avez eu l'occasion de leur demander. Non, mais on n'a même pas besoin de leur demander. On peut dire qu'ils sont en erreur, puisque c'est notre politique intérieure, notre stratégie intérieure. Si nous mettons M. Paul Roumpouet à la tête du parti, nous savons pourquoi nous l'avons mis à la tête du parti. On ne peut pas nous poser des questions pour ça. Voilà. On ne peut pas dire que dans le parti FCBE, il n'y a pas des hommes quand même. Il y a beaucoup d'intellectuels dans le parti FCBE. Le parti FCBE regorge de compétences. Donc on ne peut pas dire que toutes ces compétences que regorge FCBE sont quand même aveugles pour prendre M. Paul Roumpouet comme secrétaire exécutif national. Vous avez vu le cheminement du parti FCBE jusqu'à ce jour. Depuis que les critiques ont commencé jusqu'à ce jour, est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans l'erreur? Non. Moi, je pense que si on doit dire la vérité, FCBE fait du chemin. Et aujourd'hui, moi, je confirme que FCBE a eu longueur d'avance sur certains partis de l'opposition qui se croient peut-être plus intelligents que d'autres. Vous avez qui dans le viseur? Non, vos anciens amis, les démocrates? Je n'ai pas de nom à prononcer, mais nous étions ensemble, on se connaît. Des gens disent des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. On invente même des choses qui sortent même de l'entendement. Oui. C'est pas possible. Justement, est-ce que ce sera considéré comme un échec si le chef de file de l'opposition n'arrive pas à rassembler autour de lui? Il arrivera, il le fera, puisque c'est lui qui a initié tout ce que nous sommes en train de dire maintenant. Et il va réussir. Puisque lorsqu'il a fait la proposition à l'opposition, il y a beaucoup qui ont répondu à sa proposition. Donc ça veut dire que les gens adhèrent un peu à notre stratégie de faire l'unité. Et il faut dire que... Les démocrates également? Je ne sais pas, mais je crois que c'est sûr que les démocrates finiront par rejoindre l'idée du cadre de concertation de l'opposition. Nous allons refermer cette page de cette rencontre entre le président Talon et son prédécesseur. Des nouvelles peut-être de vos anciens camarades qui ont démissionné du parti récemment, le camarade Yarou et une cohorte d'autres membres du parti. Vous parlez du ministre d'État Yarou, ce n'est pas n'importe qui, le ministre d'État Yarou. C'est un ancien cadre du parti FCBE. Oui. Et ses compétences intellectuelles, je les connais. S'il a pris cette décision, c'est qu'il a pesé le pour et le contre.
Est-ce que vous pensez raisonnablement que pour les prochaines élections législatives, vous y arriverez? Ça, c'est presque certain. C'est même certain. Parce que nous avons participé déjà à 2 élections, la communale et la présidentielle. Nous avons tiré leçon de notre participation à ces 2 échéances-là. Et je crois que pour préparer 2023, c'est un peu plus facile pour nous, puisque nous avons connu déjà 2 élections. Nous savons comment nous y prendre pour arriver à cette échéance-là. Pour que ce qui s'est passé en 2019 n'arrive plus en 2023. Ce qui est sûr, c'est certain que FCBE sortira grandi de cette élection de 2023. L'élection législative, je veux dire. D'accord. Alors, nous allons revenir sur une autre actualité importante de la semaine écoulée. C'est ce projet de réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Oui. Vous en avez eu sûrement quelques bribes, le projet est accessible. Déjà, du point de vue de ce qui a été proposé par le gouvernement, vos maires y étaient certainement. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, d'un point de vue global d'abord? Bon, sur le principe, je crois que des réformes sont nécessaires en matière de décentralisation dans notre pays. Vu toute l'expérience que nous avons vécue jusque-là dans ce domaine, je crois que des réformes étaient nécessaires. Maintenant, ce qui a été proposé par le gouvernement, nous avons lu, relu, nous avons décortiqué. Nous sommes d'accord sur certaines choses. Je veux dire, moi, je suis d'accord sur certaines choses. Par exemple, la catégorisation des communes. Communes à statut particulier, communes à statut intermédiaire, communes à statut de droit commun. Moi, je suis d'accord. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ah oui, bien sûr. Le gouvernement sait pourquoi il a catégorisé. C'est que chaque catégorie de communes a ses besoins et ses obligations. Et je crois que le gouvernement sait que les moyens qu'il faut mettre à la disposition des villes à statut particulier ne sont pas les mêmes que ce qu'il faut mettre à la disposition des villes à statut intermédiaire, ainsi de suite. Je crois que si il y a eu cette catégorisation, c'est qu'il faut catégoriser aussi les moyens qu'il faut mettre à disposition pour donner une certaine visibilité peut-être aux villes qui sont déjà en vue, c'est-à-dire les villes à statut particulier, qui sont pratiquement les vitrines de notre pays. Bon, les villes à statut intermédiaire aspirent aussi à devenir villes à statut particulier. Il faut les y aider et les autres vont continuer aussi leur petit bonhomme de chemin pour arriver à cela. Ce qu'on peut dire, la colonne vertébrale de ce projet de réforme, c'est la séparation drastique entre les organes politiques et les organes techniques. Voilà. Il y a eu l'apparition du poste de secrétaire exécutif de la commune. On a eu droit à des échanges au cours de cette rencontre. On se souvient tous du maire de Comasset. Bien sûr. Rendez-nous notre budget. Oui. Qu'est-ce que, de ce côté-là, est-ce que vous avez les mêmes appréhensions ou vous comprenez très concrètement l'objectif visé par le gouvernement? Ouais, moi, je suis un financier. Je suis administrateur des impôts à la retraite. Je connais un peu cette affaire de financement des collectivités. Et je crois que c'est à ce niveau que se trouve mon inquiétude. C'est-à-dire donner ce pouvoir d'ordonnateur du budget à un secrétaire exécutif qui est sous l'autorité du maire, qui est un élu politique. Je ne sais pas si ça ne va pas créer beaucoup d'antagonisme, beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que celui qui a le pouvoir financier, celui qui a le pouvoir financier, peut-être a un pouvoir potentiel beaucoup plus fort que le pouvoir politique.
Oui, mais il ne le fait pas sans l'assentiment du maire. On dit très précisément, Oui. Le secrétaire exécutif est le premier responsable de l'administration de la commune et au titre de ses attributions propres assure l'organisation des services communaux, Oui. La gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la commune, la gestion de l'information et de la communication de la commune, la délivrance des permis et autres autorisations que prévoient les lois et règlements dans les domaines. C'est qui ça? C'est le secrétaire exécutif. Vous voyez oui. tous les pouvoirs qui lui sont donnés? Oui. Regardez, il ne fait pas son budget contre le maire. Justement, oui. Il ne fait pas son budget, Contre mais il est l'ordonnateur du budget. Celui qui tient les cordons de la bourse, c'est lui qui a effectivement le pouvoir. Oui, mais tout cela est décidé au sein du comité de supervision et qui requiert l'assentiment du conseil communal. Donc on peut dire que c'est une fois que tout cela est ficelé, la machine est mise en branle. Mais bien sûr, celui qui exécute le budget, c'est lui qui a le pouvoir. C'est ça le problème. Et le chef de l'État a dit quelque chose que j'ai vraiment retenu. Il dit qu'en matière de finances, c'est le ministre des Finances qui est son chef. D'accord? Oui. C'est ce qu'il a dit. Oui, mais il n'en demeure pas moins que c'est lui qui est le président. Il n'est pas son chef. Oui, il est le président de la République. République. Moi, je dis que le ministre des Finances n'est pas le chef du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas pour garantir une certaine orthodoxie Je sais. Je lis un peu ce que le chef de l'État avait dit. Pour dire que tout puissant que lui-même est, c'est le ministre des Finances qui est l'ordonnateur du budget national. D'accord? On ne peut pas transposer ça là sur le plan des collectivités locales tout de suite. Je crois, hein, ça c'est mon avis personnel. Pour avoir travaillé un peu avec les collectivités, puisque j'ai exercé au moins des fonctions au niveau départemental pendant des années, je connais un peu l'esprit qui anime un peu ces collectivités-là. Donc, lui donner tous ces pouvoirs-là, est-ce que donner tous ces pouvoirs au secrétaire exécutif, je crois que peut-être après quelques années d'expérience, nous risquons. Donc, mais on suppose que vous avez des propositions à faire. Vous avez quelques mairies, le projet n'est pas décidé. Il s'agit aujourd'hui pour vous de faire remonter vos propositions. Certainement que les maires FCBE sont en train de réfléchir à ça. Avec le parti, je suppose. Oui, certainement. Oui. Mais ce qui est sûr, moi j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à ces pouvoirs exorbitants qui sont entre les mains du secrétaire exécutif. On a peut-être envie de dire, est-ce que ces inquiétudes que vous n'êtes pas le seul à partager n'est pas à mettre sur le compte du potentiel manque de libéralité quand il s'agit d'aller s'occuper de sa base ou de faire quelque action. Pas cette maturité. Vous touchez maintenant le nœud du problème. Oui. C'est-à-dire notre maturité n'est pas encore à la hauteur de cette proposition-là. Non, ce que je dis, est-ce que les maires ne craignent pas simplement de ne plus avoir quelques facilités pour, on va dire, entre griffes, arroser leur base ou faire... Soyons clairs, le budget de la collectivité n'est pas le budget du maire. C'est pas son argent. On n'en a toujours pas eu. C'est l'argent public. Oui, Oui. C'est l'argent public. Oui. Donc, il sait très bien que ce n'est pas son argent. Oui. Maintenant, si vous retirez ce pouvoir au maire que vous donnez à un administratif, lui, vous allez aiguiser un peu son appétit, puisque du technique au politique, il n'y a qu'un pas qui est rapidement franchi par le Béninois. Oui, mais encore une fois, le secrétaire exécutif ne travaille pas en dehors du comité de supervision et du conseil communal. Je suis d'accord, mais les organes ont toujours fonctionné dans notre pays, mais on voit un peu ce qui se passe après. Les organes sont délibérants, ils délibèrent, ils prennent des décisions, mais celui qui est chargé de l'exécuter fait ce qui lui passe par la tête parfois et tombe sous le coup de la loi. Je crois que vraiment, je ne sais pas si on peut me convaincre un jour qu'un secrétaire exécutif national qui n'est pas un homme, un secrétaire exécutif de mairie, qui n'est pas un homme politique,
ne puisse pas ravir la vedette au maire qui est un élu. Je crois que il faut revoir un peu cette copie-là. Est-ce que cette partie, cette interrogation qui cristallise quelque peu tout ce que certains maires peuvent avoir comme appréhension n'est pas symptomatique du nœud gorgien qui noyautait un peu, quelque peu, le développement de nos communes? Parce que là, en réalité, toute la critique se focalise sur cette fonction essentiellement d'ordonnateur du budget. Mais il faut dire que c'est le nœud gordien dont vous parlez. Ouais. C'est vrai, c'est un nœud gordien, c'est-à-dire le pouvoir financier de la mairie. Oui. À qui remettre ce pouvoir financier pour ne pas avoir des problèmes par la suite? Oui. Si le débat ne tourne qu'autour de ça, oui, c'est un peu comme si, en réalité, gérer une mairie ne revient qu'à ça, en réalité. Non, pas du tout. Ben, c'est que c'est le nerf de la guerre. L'argent est le nerf de la guerre. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez rien faire. Or, le maire est un élu. Oui. Le fait déjà qu'il soit l'ordonnateur du budget, c'est un pouvoir potentiel. Même si ce pouvoir ne lui donne pas droit à faire certaines choses, il a quand même ce pouvoir potentiel qui mérite d'abord respect de ses mandants, de ses administrés. Mais si on lui retire ce pouvoir-là maintenant, quel est le pouvoir dont dispose le maire en fait aujourd'hui? Si tous ces pouvoirs-là sont entre les mains du secrétaire exécutif. On dit par rapport au maire, exerce dans les cas prévus par la loi et règlement le pouvoir réglementaire dans les domaines de compétences de la commune, oui, veille à la préparation du budget de la commune par le secrétaire exécutif sur la base des orientations du conseil de supervision et des documents de planification de la commune, oui, veille à la bonne gestion de l'administration de la commune par le secrétaire exécutif. Donc on voit bien là quand même que... Il n'est que superviseur, quoi. C'est l'autre qui exécute. C'est ça. Oui, mais il a le dernier mot. Bon, le dernier mot, ça veut dire quoi? Il ne peut pas arracher le pouvoir financier à celui que la loi, celui à qui la loi le donne. C'est ça le problème. Moi, je pense qu'il faut vraiment repenser cette affaire-là pour ne pas créer d'autres problèmes, des problèmes que nous n'avons pas maintenant. Il ne faut pas créer, il ne faut pas en rajouter aux problèmes que les collectivités ont aujourd'hui. Et quels sont les problèmes concrets? Je ne sais pas, mais je sais, comme vous l'avez dit, c'est la mauvaise gestion au niveau des collectivités locales, pas toujours de l'argent de la collectivité. Maintenant, il faut voir comment manager ça pour que nous n'ayons plus ces problèmes-là, mais concentrer ou remettre le pouvoir, je sais pas, le pouvoir d'ordonnateur à un secrétaire exécutif, un fonctionnaire de la mairie, et que le maire soit là tout simplement pour superviser. Je crois que politiquement, ça ne s'entend pas bien. Peut-être que l'exécutif a... peut-être que c'est cela que vous craignez, la main de l'exécutif. La comparaison n'est pas possible entre ce qui se passe au niveau de l'État central et au niveau des collectivités. Parce qu'au niveau de l'État central, le ministre des Finances, il y a tellement de... Le ministre des Finances ne peut pas tout se permettre. C'est vrai, c'est ça. Le secrétaire exécutif non plus. C'est possible. Nous sommes dans une collectivité locale. Là-bas, c'est le niveau national, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui, en fait, est l'ordonnateur du budget. Le ministre des Finances peut-être l'est de façon là, mais c'est le gouvernement. Il ne peut pas exécuter, il exécute les décisions du gouvernement. Vous allez me dire que le secrétaire exécutif de la mairie va exécuter, mais il y a le conseil de supervision, le conseil communal. Le conflit est toujours là, potentiel, qu'il ne faut pas occulter. Je crois qu'il faut vraiment revoir cet aspect des choses pour que nous ne rajoutons pas aux problèmes existants déjà au niveau des collectivités. Comme le débat est ouvert, vous avez le débat est ouvert. L'opportunité d'apporter ces propositions-là du côté de la force Cori pour un Bénin émergent. Bien sûr. L'autre actualité, parce que cette semaine quand même a été prolifique, le chef de l'État en griffe a quelque peu mouillé le maillot pour défendre
des projets de loi en instance. Il y a eu la question du renforcement du corpus législatif contre les abus faits aux femmes, viols, harcèlement, et les questions de peut-être déférer ces cas-là à la criette. D'aucuns apprécient ce projet. On n'en a pas encore tous les tenants et les aboutissants. D'aucuns estiment qu'il n'est pas besoin de charger la criette, d'engorger la criette avec cette question du harcèlement, du viol, ainsi de suite, qu'elle a déjà beaucoup à faire. Vous, votre position, déjà par rapport au combat en lui-même, par rapport au renforcement du corpus législatif et par rapport à cette éventualité que ces cas-là atterrissent sur le bureau de la criette. Oui, la criette, quelles sont ses attributions? Crime économique, de répression. Oui, crime économique et du terrorisme. Crime économique et du terrorisme. Si ce que nous disons là n'entre pas dans le cadre des attributions de la criette, je ne sais pas pourquoi il faut. Mais je pense que il faut légiférer, il faut corser un peu la législation en matière de répression des viols et autres. Surtout ce que moi j'ai apprécié dans ce que le chef de l'État a dit, c'est au niveau de l'enseignement. Ça, nous avons enseigné un peu, nous savons ce que c'est. Ce n'est pas facile. Ce qui se passe en milieu enseignant, vraiment, je crois que le chef de l'État a raison. Il a d'ailleurs reconnu que les enseignants aussi se font... Bien sûr, c'est dans les deux sens. Mais beaucoup plus des enseignants vers les élèves que des élèves vers les enseignants. C'est vrai que si l'élève attire la sympathie de son professeur, c'est qu'il a intérêt, c'est qu'elle a intérêt. Donc, je suis d'accord qu'il faut punir sévèrement ces déviations, ces genres de dérives au niveau de l'enseignement. Ça, moi, je suis d'accord. Si c'est ce lot de crimes ou bien de, je sais pas, de délits entre dans la catégorie des attributions de la criette, pourquoi ne pas envoyer ces cas devant la criette? Oui. Mais au-delà du renforcement de ce dispositif législatif, est-ce que vous ne pensez pas fondamentalement que ces questions-là qui touchent à notre société et qui sont préoccupantes, est-ce qu'avant tout, ce n'est pas une question d'éducation à la base? Voilà, c'est ça. C'est une question d'éducation à la base. Et chaque jour qui passe, les valeurs fondamentales de la société sont en train d'être complètement dégradées. C'est ça, vous avez raison. C'est l'éducation à la base. Je ne vois pas pourquoi, avec tout ce que nous vivons actuellement dans ce monde, dans nos pays, on se demande si vraiment l'éducation se fait bien à la base. Depuis la maison, hein. Depuis le cercle familial. Il faut que les gens comprennent. Je ne sais pas s'il faut sensibiliser les gens, mais il semble que l'éducation à la base est complètement ratée au niveau de nos petites familles. Sinon, ce n'est pas possible. Est-ce que les partis politiques qui ont vocation aussi à gouverner, à aller à la quête du pouvoir, oui, n'ont pas une responsabilité dans le sens où eux aussi doivent porter ces grandes questions d'intérêt national et voilà, dans le cadre des formations que ces partis-là doivent dispenser. Est-ce qu'il n'y a pas une part à prendre aussi pour les Bien politiques? sûr, les partis politiques ont leur part part dans cette éducation qu'il faut faire à la population. Parce que on ne peut pas diriger des hommes qui pratiquement mettent en mal la société par leurs comportements sociaux. Je crois que les partis politiques ont une responsabilité, ont une part de responsabilité à jouer dans cette éducation de nos populations, de nos enfants. Voilà. Autre question, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons une crise sanitaire importante. Le gouvernement a pris le parti de la vaccination et
à force de communication et de pédagogie, essaye de mobiliser un peu les Béninoises et les Béninois à adhérer à ce processus pour que nous puissions gagner ce combat qui nous met quelque peu en danger. Ce qui est frappant, c'est que du côté des partis politiques, FCBE, MPL, les partis de la mouvance aussi, sur ces grandes questions, on sent les partis politiques assez atones, c'est-à-dire il n'y a pas de position officielle, personne ne parle, alors qu'ailleurs, ce sont des débats dont les politiques se saisissent, chacun expose sa position. Qu'est-ce qui explique cela, cette apathie où vous attendez qu'on vous pose la question? Et souvent, c'est la même réponse, non, le gouvernement a décidé, nous disons à nos membres, ainsi de suite. Est-ce que les partis, comme sur d'autres questions, ne doivent pas sortir un peu de leur torpeur et se positionner franchement par rapport à ces questions d'intérêt général? Si les partis ne se prononcent pas, vous savez pourquoi? Pourquoi? Bon. Et cette pandémie Covid-là suscite trop de polémiques. D'abord, est-ce que les populations sont réticentes à aller faire vacciner leurs enfants, polio et autres? Non. C'est parce que ces vaccins-là, avec le temps, on a vu que ces vaccins-là ont fait leur preuve. Mais ici, c'est vrai qu'il y a eu d'abord le temps mis pour découvrir ce vaccin-là. Il y a trop de choses qui se disent sur ce vaccin-là. Et les gens sont réticents. Vous semblez relayer quelque peu tout ce qui est pas relayé. Oui. Et on se dit, vous l'avez dit tout à l'heure, la FCBE a forcément des sachants en son sein. Bien sûr. Qui peuvent réfléchir, des médecins, c'est les techniciens, les spécialistes qui doivent nous dire ce qu'il en est vraiment. Le ministre, le pouvoir l'a répété. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais il faut qu'on nous dise ce que le vaccin l'a fait effectivement. Est-ce que ça protège les gens à 100%, pour le à moment, 80%, ce qu'on peut dire, à 70%? Ce sur quoi on peut s'entendre, c'est que ce vaccin protège contre les formes graves du coronavirus. Ça, au moins, on peut s'entendre là-dessus. Le ministre en a fait écho maintes fois. Maintenant, en tant que parti, ce n'est pas suffisant pour que vous vous mettiez en branle, à moins qu'au niveau du parti, vous soyez contre. Je ne sais pas. Non, je pense qu'il faut se... Personne n'est contre. La propagande faite par le gouvernement, la personne n'est contre. La sensibilisation faite par le gouvernement, personne n'est contre. Oui. Mais c'est la polémique qui entoure la chose qui met en doute la population. Ce n'est pas nous. Oui, mais vous avez une responsabilité vis-à-vis de la population. Maintenant, oui. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne suis même pas pharmacien. D'accord. Je suis loin d'être... Je ne suis pas dans ce domaine-là. Oui, mais on est dans le cadre d'un parti politique. Oui. Vous êtes félicité de ce que au sein de votre parti, il y a beaucoup de compétences. Il doit y avoir des médecins. Bien sûr. Il doit y avoir des professeurs de médecine. Bien sûr. Vous auriez pu travailler là-dessus. Oui, peut-être que dans un avenir proche, nous allons demander à des spécialistes de nous venir nous dire vraiment ce que nous pouvons comprendre de cette affaire de Covid d'abord. Qu'est-ce que c'est? Puisque ce n'est pas une maladie qui vient de l'Afrique. C'est ça aussi. C'est une maladie importée. Ça ne vient pas de nous. Le paludisme, c'est notre maladie, ça. Oui. Est-ce que la nationalité des pandémies... Non, on a dit pandémie, ça s'est répandu partout, et c'est venu en Afrique. Est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui de... Non, mais vraiment, la propagande faite par le gouvernement, je reviens encore là-dessus, c'est une bonne chose. Les informations que nous avons de temps en temps sur les ravages faits par la pandémie, nous sommes d'accord. Mais que les spécialistes dégagent un peu cette polémique-là pour que le chemin soit pour que les partis puissent vraiment prendre leurs responsabilités dans cette affaire-là. D'accord. Donc vous attendez que ce balayage soit fait malgré... Oui, parce que vous voyez tout ce qui se dit partout. Ce n'est pas que moi j'adhère à ça, mais quand ça vient, les autorités ont quand même pris le temps d'évacuer un peu tout ce qu'il y a comme interrogation. Le ministre a fait de la santé, a fait plusieurs sorties. Oui, j'ai tout suivi. Pour évacuer. C'est une bonne chose. Oui. C'est une sensibilisation. C'est une bonne méthode.
Parce que il faut dire aussi que la manière dont le pouvoir a géré cette pandémie pour notre pays, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça, il faut le reconnaître. Parce qu'ailleurs, ça a fait trop de ravages. Mais au Bénin, pour le moment, on n'a pas connu encore cette catastrophe. Bon, c'est pour éviter justement cette catastrophe que le gouvernement est en train de faire cette pédagogie pour permettre à la population de se... Mais, c'est vrai, avec ça là, nous ne sommes pas encore dans le rouge. Et ça là, le gouvernement fait bien son travail. Ça, il faut le dire. Voilà. En parlant, en surfant toujours sur cette question, et en élargissant un peu le champ, pourquoi il est si difficile aux partis politiques, en dehors de cette question de la vaccination, de mettre des propositions concrètes sur la table du gouvernement? Il y a quelques mois, on parlait de cherté de la vie. Après la partie dénonciation, le gouvernement doit faire. Très concrètement, et sur bien d'autres sujets, pourquoi les partis de l'opposition qui devraient normalement faire la différence par rapport à leurs propositions ont du mal à mettre des propositions concrètes sur la table du gouvernement, quitte à prendre l'opinion publique à témoin? Par rapport à la pandémie toujours? Non, pas par rapport à la pandémie. Je parle dans le général. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on a parlé de cherté de la vie. Oui. Voilà. Tout ce qu'on a entendu, oui, c'est que le gouvernement doit prendre les dispositions pour... Non. On se dit, d'un parti politique, on devrait aller au-delà. Oui. Le parti FCBE, quand même, a fait des propositions par rapport à la cherté de la vie. J'ai bien entendu le secrétaire exécutif national dire que, bon, pourquoi ne pas ramener cette affaire de NASA? Enfin, trouver une formule pour qu'en temps de difficulté, que le gouvernement injecte un peu de choses là pour ramener le prix à sa juste proportion. Ça, le secrétaire exécutif national a fait cette proposition. Donc, nous ne sommes pas restés inactifs par rapport à des questions majeures qui frappent nos populations. On n'est pas resté les bras croisés. Si c'est nécessaire, nous disons notre point de vue. Bon, c'est au gouvernement d'agir. Ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir. Sur le champ social, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement tient le bon bout? On a vu récemment le dédommagement de certains déplacés. On a vu des programmes qui visent à assister les entreprises, aussi bien dans le formel que l'informel, ceux qui ont subi ou bien ceux qui continuent de subir les contre-coups de la pandémie. Oui, oui. On a vu les recrutements dans le secteur de la santé, de l'éducation. Est-ce qu'on peut dire, comme le chef de l'État l'avait promis à son discours d'investiture, que le gouvernement est assez actif sur le champ de l'emploi, sur le champ social, ainsi de suite? Le gouvernement a promis. Le chef de l'État est allé jusqu'à dire même que le quinquennat actuel sera hautement social. Bon, c'est un début. Nous sommes en train de suivre, nous observons, pour voir. Le moment venu, nous allons apprécier. Pour dire... À la veille des élections? Oui, c'est demain les élections législatives. Est-ce que c'est pas le problème? Est-ce que ce n'est pas le problème véritablement? Est-ce qu'un parti politique, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop attentiste? Non, nous observons. Il ne faut pas se prononcer à la première occasion quand il y a une situation. Un parti politique ne se prononce pas tout de suite en disant, bon, voilà, le gouvernement a dit ceci, je suis contre, je suis pour. Non, il faut analyser. Et peut-être créer le débat. Nous sommes parti politique. Oui. C'est un parti politique qui pratique la démocratie en son sein. On ne peut pas se lever et dire ce qu'on veut. Pour venir ici, je ne suis pas venu de moi-même. Donc, il y a quand même une certaine organisation au sein du parti. Donc, pour des questions comme ça, il faut observer, il faut analyser pour voir si le chef de l'État, par rapport à sa promesse, est vraiment dans le concret maintenant. Et en ce moment, le parti politique peut se prononcer publiquement. Surtout par rapport à vous, les journalistes, lorsque vous émettez une opinion qui est un peu choc, vous saisissez de ça et puis
Ça, non, ça va dans tous les sens. Je crois que par rapport à ça, nous sommes prudents. Oui. Nous sommes prudents, mais nous observons. Ça Oui, ne veut pas dire que... Oui, pendant ce temps, les populations attendent. Peut-être une proposition autre que celle du gouvernement, mais on se rend compte que ce n'est qu'à la veille des élections que chacun... Les populations ne peuvent pas attendre un parti d'opposition, puisque nous, on n'est pas dans le feu de l'action. Nous, on ne peut faire que des propositions. Oui. Bon, donc nous, les populations ne peuvent pas nous attendre pour satisfaire leurs besoins, leurs revendications. Non, je ne dis pas cela. Ah oui, mais vous pouvez porter leurs revendications. Bien sûr, on en porte. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il ne faut pas sauter sur la moindre occasion pour se prononcer, pour dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Non, il faut bien réfléchir. Nous sommes un parti organisé qui ne fait pas des déclarations intempestives pour indisposer l'opinion. Je crois que non. Voilà. Nous allons embrancher sur la gestion de la rentrée qui a débuté, on va le dire quand même, dans de très bonnes conditions sur toute l'étendue du territoire national, avec toujours concomitamment avec cette question de la pandémie. Est-ce que vous avez vu de cela de près? Il y a eu le dialogue social, on peut se féliciter aussi de ce que le dialogue social soit en bonne intelligence entre les différents acteurs, gouvernement et syndicats. En tant que parti politique, la question, comment avez-vous vécu un peu tout cela? Bon, pour la rentrée, bon, je crois que jusque-là, il n'y a pas de problème particulier qui puisse attirer notre attention, mais comme je vous l'ai dit, sur toutes ces questions, il faut observer, il faut voir là où c'est bon, là où c'est mauvais, avant de se prononcer. On ne peut pas se prononcer tout de suite. La rentrée, c'est bien effectué, il n'y a pas de problème. C'est par rapport à la pandémie peut-être que nous allons voir, puisque là maintenant, la pandémie a pris une autre tournure, il y a des versions, il y a des, je sais pas, des variantes, des choses là. Il y a trop de... Bon, par rapport aux enfants, je crois que le gouvernement va prendre des dispositions pour protéger les enfants. Par rapport à l'obligation de vaccination de certains corps professionnels, dont les enseignants, ceux qui opèrent dans la santé, le gouvernement a pris cette décision qui oblige certains corps de métier à se vacciner. Cette décision n'a pas été exempte de critiques. De critiques, oui. Je suppose que... Non, le problème, à ce niveau, je crois que ce n'est pas une critique pour dire que ce que le gouvernement fait est mauvais. C'est critique par rapport à la liberté de l'individu. Mais pour le corps de la santé, pour les corps de la santé, je crois que c'est un peu délicat. Eux, ils sont en contact avec les malades, ils reçoivent les malades, ils sont là. Leur cas est un cas particulier. Je crois que le gouvernement a peut-être bien fait de traiter leur cas, mais peut-être que avec une petite sensibilisation, les gens vont se décider eux-mêmes pour que ce ne soit pas une obligation. Vous voyez tout ce que ça fait au-delà de nos frontières, en France et autres. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord qu'on oblige les gens à se faire vacciner, même si c'est les corps de santé. Oui, en même temps, on peut opposer leur liberté avec... Bien sûr, leur obligation de servir. Oui, là, oui, je suis la d'accord. responsabilité du gouvernement. Je suis d'accord que le gouvernement veille au grain en disant au corps de la santé, vous devez vous vacciner parce que vous, d'abord vous-même, vous êtes exposé. Ensuite, vous êtes en contact avec les malades pour votre propre intérêt. Il faut que vous vous vacciniez. Mais il faut arriver à convaincre ces corps-là pour qu'ils sachent que c'est dans leur intérêt qu'ils doivent se faire vacciner. C'est ça. Nous allons revenir sur le champ politique pour sortir de ce débat. Il y a quelques jours, vous avez eu, comme l'UP et le BR, la première partie du financement des partis politiques. Au niveau de toutes les réformes politiques qui ont été opérées, est-ce que du côté de la Force Corée.Bénin émergent, vous avez des préoccupations particulières à mettre sur la table? Est-ce qu'il y a pour vous, cette réforme telle qu'elle opère,
vous avez encore vous avez des corrections à suggérer? Est-ce qu'il y a un pan particulier? Parce que vous en jouissez en tant que parti ayant obtenu quelques sièges au communal. Oui. Est-ce que de ce côté-là, vous avez quelques réclamations ou sujets de travail à mettre sur la table? Non. Ça fait la deuxième fois que nous bénéficions de ce financement. Et il faut dire que, bon, c'est sur la base des tests que les montants sont répartis. Pour le moment, FCBE ne dispose pas de députés à l'Assemblée. Donc, c'est sur la base du nombre de conseillers que nous, on a ce qui nous revient. Bon, donc, tout est fait en suivant la loi et les tests. Donc, nous, on n'a rien à dire. Bon, on a déjà apprécié le fait que le financement public soit une réalité, parce que ça nous met un peu à l'abri des hommes qui financent les partis. Sans un homme, sans quelques hommes, le parti ne peut pas fonctionner là. Je crois qu'on est un peu à l'abri de ça, même si ce n'est pas encore suffisant. Bon, nous allons continuer à accepter ce qui nous est donné en attendant 2023. Et je crois qu'après 2023, les donnes vont changer. Oui, puisque si nous avons des députés à l'Assemblée, nous avons des conseillers, je crois que ça va changer. En fait, le montant qui est alloué au parti FCBE. Oui, en fait, si je vous suis, l'objectif, c'est augmenter la cagnotte qui absolument, c'est le gouvernement qui a fait les tests et l'Assemblée a voté. Nous, on est là pour subir. Voilà. Mais pour tirer meilleur profit de ça, nous sommes obligés de travailler pour avoir beaucoup de députés, pour avoir beaucoup de conseillers. Maintenant, si on peut améliorer la chose, nous allons continuer la réflexion pour voir ce qu'il faut faire. Voilà, je ne parlais pas de ce test en particulier. Je parle de tout ce qu'il y a eu comme réformes politiques qui ont été déjà usitées, qui ont été, disons, testées. La dernière présidentielle a été organisée sur la base de ces tests-là. La réforme fondamentale, c'est la réforme du système partisan. Oui. Nous sommes d'accord et nous continuerons toujours à être d'accord que un petit Bénin ne peut pas avoir plus de 100 partis. Nous sommes d'accord. Donc, il faut ramener le nombre de partis à un niveau assez raisonnable. Je crois que là où nous sommes, ce n'est pas si mal que ça. Ça, c'est la réforme du système partisan. Mais par rapport aux réformes des tests concernant les élections, je crois qu'il faut vraiment revoir beaucoup de choses. Le système de parrainage, par exemple, le système de, je ne sais pas, les pièces à fournir pour être candidat à une élection communale ou une élection législative, tout ça là, il faut revoir. Le parrainage ne vous a semble-t-il pas empêché d'être présent non, le parrainage, bon, je ne sais pas s'il faut vraiment corriger, il faut corriger. Vous le faites pour que ça ne soit pas chrysogène. Vous le dites pour vous rabibocher avec vos amis d'hier ou... Non. Nous, on était d'accord, mais on était au dialogue. Oui. Vous savez que nous étions au dialogue. Oui, on n'a pas été contre. Oui. Mais on n'a pas pris en compte tout ce que nous avions proposé. Donc, si on avait pris en compte tout ce que nous avions proposé, bon, il y aurait peut-être quelques problèmes qu'on allait éviter. Donc, pour vous... en fait, la question est importante parce que c'est peut-être l'un des points d'achoppement avec l'opposition qu'on appelle opposition radicale. Est-ce que cette question du parrainage, sauter, comme certains l'ont demandé, cette question du parrainage, est-ce que ce n'est pas votre prétexte de sauter. Oui. Il faut revoir. Très concrètement, ça veut dire quoi, revoir? Vous voyez, il y a certains qui se sentent exclus par rapport à ce parrainage-là. Oui. Pourquoi? Il faut voir s'il n'y a pas quelque chose qui n'a pas trop marché dans cette affaire de parrainage. Les tests sont faits,
pour être appliquées. Et s'il y a des insuffisances, il faut les corriger. Donc, nous sommes dans cette logique de la perfection, en fait. Il faut perfectionner nos tests pour arriver à une société qui génère moins de crises. C'est ça le problème. Et je pense que avec l'ambiance politique actuelle, si nous continuons comme ça, nous allons trouver quand même la formule pour nous entendre sur certains tests, surtout le code électoral et autres là. Oui, justement, quelle sera la prochaine action de ce point de vue-là, étant donné que c'est vous qui institutionnellement portez la voix de l'opposition, même si la FCBE n'est pas la patronne de l'opposition, mais institutionnellement, c'est Paul Moupa qui est le chef de file de l'opposition. Si on doit s'attendre à une action prochainement, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut prendre quelle forme? Le chef de file de l'opposition a déjà balisé un peu le chemin. Il a parlé des listes électorales. Je crois que vous êtes au courant. Oui. Il a parlé de listes électorales qu'il faut voir, qu'il faut revoir. Oui. Il a parlé de plein de choses concernant les élections. Donc, par rapport à ça, nous sommes en train de voir ce qu'il faut concrètement faire comme proposition pour que les choses s'améliorent. Oui, d'ailleurs, on a une nouvelle architecture en ce qui concerne l'institution chargée d'organiser les prochaines élections en République du Bénin. Vous n'y êtes pas? Comment ça? C'est-à-dire la direction des élections et autres là? Oui, vous n'y êtes pas parce que vous n'étiez pas aux dernières élections législatives, si j'ai bonne mémoire. Oui. Maintenant, comment vous pensez pouvoir impacter les décisions de cette nouvelle Je crois que c'est déjà un premier chantier du cadre de concertation dont nous parlons là. Nous allons réfléchir pour voir par rapport au test actuel ce que l'opposition peut solliciter comme correction de ces tests-là pour que nous ne tombions pas dans les erreurs du passé. Oui, quelles sont les craintes très précisément pour qu'on sorte de ce débat par rapport... Quelles craintes? Non, on va dire par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des listes électorales qui, vraiment, il y a beaucoup de morts qui sont encore sur ce fichier-là. Il faut élaguer. Et certains, par exemple, les pièces à fournir pour être candidat, ça aussi, il faut le voir pour que ça ne soit pas fastidique, fastidieux du moins, pour un parti politique de présenter ses candidats, par exemple, à l'élection communale, à l'élection législative et autres. On suppose que c'est par rapport à votre retour d'expérience, parce que si vous l'avez fait, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières à réunir certaines pièces? Ah oui, bien sûr. Vous focalisez sur ces pièces-là. Oui, pour les communales, par exemple, vous avez suivi un peu ce qui s'est passé. Oui, on s'est dit que c'est parce que c'était une première fois. Non. Pour une élection communale, vraiment, c'était trop demandé à un candidat. Voilà. Ça, il faut, moi je le dis ouvertement, je le dis franchement. On n'avait pas besoin de tant de pièces pour une élection locale, une élection au niveau des collectivités. Pour être candidat, c'est trop. Voilà, on verra bien d'ici là quel peut être le sort de ces propositions. On va réfléchir. Vous mettiez forcément sur la table si on s'en tient à ce que vous nous dites sur ce plateau. Un dernier mot pour sortir de cet entretien. Oui, bon, nous vous remercions pour nous avoir reçus sur votre plateau et nous saluons vos téléspectateurs. C'est ce que je devrais faire au début pour dire que c'est à votre actif de toujours solliciter l'opposition pour connaître un peu ses points de vue par rapport à certaines situations. Parce que dans une démocratie, il y a la mouvance et l'opposition. Il ne faut pas toujours relayer ce que la mouvance dit et laisser de côté l'opposition. Vous vous efforcez de faire pour que l'opposition puisse aussi dire ce qu'elle pense de ce qui se fait, de comment nous sommes gouvernés, de comment le pays est géré.
nous prononcer sur l'actualité. C'est une très bonne chose. Peut-être que c'est l'opposition qui ne sera pas disponible toutes les fois qu'on a C'est pas possible, c'est pas vrai. Ça me fait quand même trois fois ou quatre, la quatrième fois que moi je viens ici. Oui. Quand on nous sollicite... Parfois on a envie de vous prendre à chaud. À chaud là, c'est ça qui est difficile. Merci beaucoup, Monsieur Prosper Adoukonou. Je rappelle que du parti FCBE. Voilà, je rappelle que vous êtes trésorier général adjoint de la Force Cori pour un Bénin émergent. Avec vous, nous avons fait un peu le tour de l'actualité, des différentes actualités de cette semaine. C'est vrai que nous sommes beaucoup appesantis sur les lendemains probables et possibles de cette rencontre entre le président Talon et son prédécesseur. Merci à vous toutes et tous qui vous nous avez suivis. Le dimanche politique se poursuit avec dans quelques minutes le duel de dimanche c'est politique.